Samedi 9 mars 2024, mesdames et messieurs, merci de nous accueillir dans vos foyers. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Dans les actualités de ce jour, le président Andry Rajoelina a distribué aujourd'hui une partie des titres de propriété foncière pour le terrain 6 au lieu-dit le Hara à Mbalamanas, Touamasn. L'inquiétude des habitants de cette partie de Touamasn s'est dissipée car ils ont failli être expulsés en raison d'une escroquerie. Plus de 6000 cartes foncières ont été également distribuées à Touamasn 2. Je dis Ranjanérine, Andorra, Zanjaïpe. Cette journée a changé la vie des 445 personnes qui occupent les terrains du Hara à Mbalamanas. Ils ont obtenu le titre de propriété sur les terres qu'ils réclamaient depuis longtemps. Un document confirmant devant la loi que le terrain leur appartient. Il fut un temps où ils étaient sur le point d'être expulsés de ce terrain car quelques personnes ont prétendu en être propriétaires. Le litige a été porté devant les tribunaux. Il est parvenu au niveau du Conseil des ministres. Le président Andry Rajoelina a aidé les habitants en donnant des consignes pour remettre les terrains aux habitants. Le président Andry Rajoelina a personnellement distribué leurs titres. Il a confirmé que l'État protège le peuple, notamment contre ceux qui accaparent et occupent injustement les terrains. Octroyer des terrains à la population, c'est leur donner de la valeur, coïncidant avec le premier pilier de la politique du président Andry Rajoelina. L'objectif du projet de distribution massive de cartes foncières est que des millions de Malgaches aient leur propre terrain. Pour Touamasn 2, plus de 6000 cartes ont été distribuées. Une attention particulière a été portée aux femmes. Ici, dans le Fukuntan d'Antanandav, où 50 femmes ont reçu leur carte foncière. Dans l'actualité économique de ce soir, selon un exportateur d'or qui a reçu son agrément, une mine produit en moyenne 300 kilos d'or par mois. Le problème est cependant que le secteur informel est toujours dominant, ce qui entraîne le prix élevé de l'or chez les orpailleurs. Pour pallier cette situation, une réunion a eu lieu entre le ministre des Mines et les entrepreneurs agréés pour trouver des solutions aux problèmes graves pour la promotion de ce secteur. Reportage de Rusristel Rakut-Malal et Asnara Fanzonare. Dans le secteur minier, les exportations de nickel représentaient 33% des exportations en 2023. Cependant, actuellement, le prix du nickel est tombé à $16 000 la tonne et 20 usines productrices dans le monde ont déjà fermé leurs portes. Un bas de vie, en revanche, a réduit le nombre des employés et la production est également en baisse. Le secteur de l'or est également un secteur qui peut rapporter beaucoup de devises à Madagascar et 4 districts aurifères existent notamment Betsik, Maevatanan, Mananzar et Menchfazu. En général, une mine peut produire 300 kilos par mois. Selon un exportateur d'or de Betsik, il fait partie de ceux qui ont reçu l'agrément et qui a déjà exporté 2 kilos en mi-février. Ils sont cependant confrontés à des problèmes au niveau local, a-t-il expliqué. C'est vraiment exorbitant. C'est le même que le prix qu'on vend de l'extérieur. Alors que là, on doit payer les taxes. Pour chaque lingot, il faut payer plusieurs taxes, poinçonnage, et puis pour redevance et tout ça. Donc ça coûte quand même quelque chose. Et en rajoutant ça, plus d'autres frais qu'on a à la société, on l'a fait à perte. Mais bon, il fallait bien, comme j'ai dit, le commencer, sinon on n'aurait pas vu d'où vient le problème. L'une des conditions imposées aux 6 opérateurs agréés est qu'ils exportent au moins 15% du poids total pour lequel ils ont signé dans un délai de 2 mois. Pour ce faire, le ministère a proposé de les aider en luttant contre les activités illicites. À régler ce souci de prix, les opérateurs formels ne peuvent pas concurrencer le prix proposé par les collecteurs des exportateurs illicites qui n'apparaissent pas sur le site. Donc là, on va réellement faire respecter la loi. Les orpailleurs devraient être tous affiliés à des collecteurs ou à des comptoirs agréés. Tous les collecteurs qui collectent dans le district aurifère que je vous ai mentionné, en Malgache tout à l'heure, Petit,
Maeva Tanana, Mananjary, Tablard, tous ces collecteurs-là devraient être affiliés au comptoir agréé. Comme ça, nous pouvons assurer la traçabilité des produits. Tous les autres qui ne veulent pas suivre le circuit devraient être exclus et devraient être même punis parce qu'ils sont dans l'illégalité. Il y a eu hier une réunion entre le ministre des Mines et les entrepreneurs agréés. Il a été décidé que le ministère descendra sur terrain et encouragera ses opérateurs à entrer dans le formel. Dans les actualités sociales, plus de 80% des ordures d'Antananarive ont été ramassées au cours des 5 derniers jours après la prise de fonction du PDS d'Antananarive ou Richard Ramanambitan. Selon le rapport rendu aujourd'hui par la mairie, le défi et la mise en œuvre des instructions données par le président de la République, Andry Rajoelina, seront réalisées dans un délai de 10 jours. Le chef de la délégation spéciale a exhorté la population d'Antananarive à respecter les horaires de dépôt des déchets et à maintenir la propreté de la ville pour qu'Antananarive soit digne d'être la capitale de Madagascar. Reportage de Cécile Sylvain sur les images de Secha Anjainapu. 22 280 mètres cubes de déchets ont été ramassés dans les 6 districts d'Antananarive au cours des 5 derniers jours. On sait que cette quantité est 3 fois supérieure à la capacité d'évacuation de la commune en une semaine. Quant à la façon de procéder, au total, 30 véhicules participent au transport des ordures et ces véhicules peuvent faire 13 fois par jour le trajet vers Anjalanch. Par conséquent, le délai de 10 jours pour l'assainissement d'Antananarive, notamment le ramassage des ordures, sera atteint selon les instructions données par le président de la République, Andry Rajoelina. Maintenir la propreté et la poursuite du ramassage des ordures, tels sont les défis à relever. Le président de la délégation spéciale appelle la population d'Antananarive à respecter les règles en matière de propreté et d'hygiène. Tous les services seront mobilisés pour sensibiliser et éduquer en matière de nettoyage et d'hygiène selon les explications. 30 policiers municipaux seront mobilisés pour veiller au respect du SMH. Aujourd'hui, une task force a été créée au sein de la mairie d'Antananarive pour partager des informations sur la présence d'éventuels amas d'ordures dans les Fukuntans de la capitale. Un numéro vert est mis à la disposition des citoyens pour alerter la municipalité et pouvoir prendre une décision immédiatement sur les ramassages à effectuer. Et l'entreprise publique Fanalamang est libre d'utiliser les terrains qui lui ont été attribués par l'État conformément à la décision de la justice y afférente. L'objectif de la direction actuelle est de redonner un nouveau souffle à cette entreprise publique dans la fourniture en bois. C'est pourquoi de nombreuses stratégies sont désormais mises en œuvre. Fanjessena Mireille nous en dit plus. La décision du tribunal compétent datant du mois d'avril 2022 donne à l'entreprise publique Fanalamang la liberté d'utiliser les terrains dont la gestion lui a été confiée par le gouvernement. Personne ne peut plus participer à l'octroi de permis de coupe qui permettait à d'autres personnes d'exploiter les forêts situées dans la zone forestière de l'entreprise. C'est lors du reboisement de Fanalamang que les dirigeants de cette dernière ont annoncé publiquement cette décision du tribunal. L'entreprise compte introduire des types d'arbres à croissance rapide qui puissent répondre rapidement aux besoins en arbres industriels. Une superficie de plus de 12 hectares a été couverte par ces arbustes à croissance rapide tels que l'eucalyptus hybride, du bambou, de l'eucalyptus clogeana et des arbres de type bonnard. Ces événements s'inscrivent dans le cadre de la saison de reboisement de 2024 et aussi de l'ouverture de la célébration du 50e anniversaire de la remise par le gouvernement du périmètre de reboisement et de restauration du Mangour à la société Fanalamang. Toujours dans cette page sociale, 100 enseignants en primaire et en secondaire des écoles publiques et privées de la ZAP d'Abatmene, circonscription scolaire d'Antirabé 2, ont suivi pendant 3 jours une formation dispensée par l'équipe du centre de formation du CRI-NFP et de l'Alliance française d'Antirabé. L'éducation qui fait partie du programme de partenariat avec l'association SICAF Nouvelle Planète. Cette dernière qui, en plus de la construction et de la réhabilitation des infrastructures, a aussi octroyé de nombreux équipements. Reportage de notre correspondant à Antirabé, Jameson Ranjanarman. Tous les enseignants du primaire et du secondaire des écoles publiques et privées de la ZAP d'Abatmene, circonscription scolaire d'Antirabé 2,
ont suivi une session de formation de 3 jours à l'EPP d'Abatmain. Toutes les stratégies et tous les procédés dans le système d'enseignement leur ont été donnés à travers cette formation dispensée par le Centre de formation des enseignants, au CRINFP et l'Alliance française d'anti-rabais. Cette formation a été réalisée suite à la demande du maire de la commune rurale d'Abatmain auprès de l'organisation partenaire SICAF Nouvelle Planète. Cette association qui construit et réhabilite des infrastructures scolaires dans la circonscription scolaire d'Antirabé 2 depuis 2004. Le programme de formation des enseignants a été mis en place pour améliorer la qualité de l'éducation. Environ 100 enseignants ont suivi la formation et cela se fera tous les 2 mois. Il y aura également un suivi au niveau des écoles pour la mise en œuvre de la formation pour faire l'évaluation de ces enseignants. Par la suite, ils recevront leur autorisation d'enseignement s'ils répondent à toutes les exigences imposées par le centre de formation des enseignants. Parlons à présent religion. Le pape François a nommé le prêtre Rakotoarso Jean-Claude comme nouvel évêque de Miarnarive. Il succède à Monseigneur Indjanarso Jean-Claude qui a pris sa retraite le 12 juin 2023. Le révérend Rakotoarso Jean-Claude, qui a 53 ans, était auparavant le vicaire général du diocèse de Tirun-Mandidi, a désormais été nommé évêque de Miarnarive, mais aussi directeur national des œuvres missionnaires pontificales. Toujours dans cette actualité sociale, 300 mères de familles issues de milieux vulnérables ont reçu des aides alimentaires dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes hier dans la municipalité d'Ivato. L'association Destiny, dirigée par l'épouse du maire de la commune d'Ivato, a dirigé l'événement. Chaque année, les femmes défavorisées de la commune ne manquent pas de recevoir des appuis et des aides venant de cette association. Les femmes handicapées bénéficient également d'une attention particulière. Le député IRD, Johnny Rakotoarso, élu dans la circonscription d'Ambujachim, a également été présent à cet événement durant lequel il a annoncé son soutien aux femmes issues de milieux défavorisés. Et dans la page sportive, Madagascar est l'un des 54 pays du continent africain qui participent à la 13e édition des Jeux africains qui se déroulent à Accra, Ghana. Madagascar est représenté dans 12 disciplines avec 65 athlètes. Il est important pour les athlètes de concourir à de telles compétitions internationales et le gouvernement malgache dirigé par le président Andradzuel met en priorité cela en y envoyant nos sportifs. La 13e édition des Jeux africains a été ouverte officiellement hier soir à Accra, la capitale de Ghana. Anza Razanaville nous en dit plus. La 13e édition des Jeux africains se tient à Accra, la capitale de Ghana. Une compétition qui rassemble les jeunes athlètes du continent africain. Plus de 4000 athlètes venus de 54 pays y participent dans Madagascar. Pour certains de nos athlètes, c'est une première. Il y a eu une compétition pour le jeu échec aux Jeux africains et 2 de nos athlètes y participent, filles et garçons, dont Nama Sambach 11 ans, qui est la plus jeune athlète au sein de la délégation malagasy. Les responsables à la tête de la délégation malgache ont tous souligné l'importance de cette compétition. Une concurrence en constante évolution. Les épreuves ont débuté ce jour après la cérémonie d'ouverture qui s'est tenue hier. Passons à présent aux actualités internationales. Des tirs sporadiques ont retenti hier soir à Port-au-Prince, a constaté un correspondant de l'AFP. Des habitants de la capitale haïtienne cherchent désespérément à se mettre à l'abri de la violence des gangs qui a explosé ces derniers jours. France 24. Des postes de police attaqués, les principaux axes routiers bloqués, et des habitations réduites en cendres. Haïti a plongé dans le chaos, malgré l'état d'urgence et le couvre-feu. Les habitants sont à bout. Tout s'est déroulé sous mes yeux. Ils ont incendié une voiture et le feu s'est répandu jusqu'à notre maison. La situation dans le pays est critique. Les gens ne peuvent plus vivre leur vie. Les enfants ne peuvent plus aller à l'école. Les marchands ne peuvent plus vendre sur les marchés. Plus rien ne fonctionne. Alors que des milliers d'Haïtiens sont contraints de fuir, d'autres continuent de réclamer la démission du Premier ministre. Ariel Henry, au pouvoir depuis 2021, aurait dû quitter ses fonctions en février dernier. Ariel Henry appartient au passé, il n'est plus notre Premier ministre. Nous devons nous unir pour bâtir un nouveau Haïti. Ariel Henry serait actuellement bloqué à Porto Rico.
incapable de rentrer au pays en raison de l'insécurité autour de l'aéroport. Il aurait accepté d'organiser des élections à la mi-2025, une échéance trop lointaine pour les gangs qui réclament son départ immédiat. Mardi, un influent chef de gang surnommé Barbecue a menacé le pays d'une guerre civile qui, selon lui, conduirait à un génocide. Toujours dans cette actualité internationale, après un mois de tensions liées au report de l'élection présidentielle sénégalaise, le chef d'État et le Conseil constitutionnel se sont finalement accordés dimanche sur la date du 24 mars, relançant la course électorale à 17 jours de l'échéance. Une décision qui présente d'importants défis pour les candidats, contraints à une campagne plus courte et se déroulera pour la première fois durant le mois de Ramadan. Le point toujours avec France 24. Après un faux départ, c'est parti pour la campagne électorale au Sénégal. Elle démarrera ce samedi à minuit. Les candidats auront 12 jours au lieu de 21 pour sillonner le pays. Alors comment comptent-ils s'organiser sur un temps plus court et alors que cela tombe en pleine période de Ramadan ? Du côté d'un QG de campagne que nous avons joint, on nous explique que des ajustements vont être faits pour s'adapter aux contraintes. Entre autres, diminuer le nombre de meetings, faire de larges pauses au moment de la rupture du jeûne et des prières, ou encore démarrer la campagne en journée plus tard, puisqu'en cette période, les gens se couchent et se lèvent plus tard. Autre fait inédit dans une présidentielle au Sénégal, l'un des candidats est toujours derrière les barreaux. Il s'agit de Bassirou Diomaye Faye, le remplaçant d'Ousmane Sonko, inculpé pour atteinte à la sûreté de l'État et entre autres pour outrage à magistrat. Alors comment va-t-il participer à cette campagne? Va-t-il être libéré à la faveur de la loi d'amnistie votée mercredi? Voilà quelques-unes des questions que se posent les électeurs. En tout cas, les candidats sont d'ores et déjà convoqués dans les studios de la RTS, la radio-télévision sénégalaise, pour enregistrer leur premier clip de campagne qui sera diffusé dimanche. Chacun d'entre eux a droit à 3 minutes par jour durant toute la durée de la campagne qui s'achèvera vendredi 22 mars à minuit. Alors que les institutions européennes doivent se pencher ces prochains mois sur un projet de révision des règles en frontière de l'espace Schengen, le Conseil d'État a décidé début février de modifier le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en France. Il a annulé une phrase qui permettait le refoulement aux frontières intérieures de l'Union européenne des étrangers entrés irrégulièrement en France. La conséquence de cette sentence se fait déjà sentir à la frontière franco-italienne. France 24. Le jour se lève à Ventimille, à l'extrême nord de l'Italie. Dans ce campement de fortune, pas loin de la frontière franco-italienne, des candidats à l'asile. Tous partagent un même objectif, atteindre la France, coûte que coûte. Ils préfèrent préserver leur anonymat. En Italie, il n'y a pas de travail. C'est pour ça que je veux passer la frontière, aller ailleurs, en France, en Allemagne ou en Angleterre. Derrière ce poste frontière, la commune française de Menton. L'année dernière, près de 33 000 migrants ont été refoulés ici par la police aux frontières des Alpes-Maritimes. Des refoulements indiscriminés, interrompus en bonne partie depuis début février, suite à une décision du Conseil d'État français qui limite les refus d'entrée aux frontières intérieures de l'Hexagone. Les forces de l'ordre françaises ont été contraintes à suspendre les refoulements collectifs exécutés à la hâte qui ont été appliqués ici depuis 2015. Maintenant, on parle plutôt de réadmission conforme au droit européen. Elle prévoit une évaluation individuelle de la situation de chaque personne. Jacopo Colomba prête assistance aux migrants refoulés à cette frontière depuis 6 ans. Aujourd'hui, il constate un changement majeur dans la procédure. Désormais, cela se fait en lien avec la police italienne. La France doit prouver que la personne est passée par l'Italie et il doit y avoir aussi l'autorisation de la part des autorités italiennes qui doivent accepter l'entrée du migrant sur le sol italien, chose qui ne se faisait pas avant. Conséquence, en un mois, le nombre de migrants reconduits à la frontière a été divisé par 4. Dans ce centre géré par des associations à Ventimille, l'équipe d'humanitaires se demande si cette situation se poursuivra avec l'augmentation des flux migratoires prévus avec l'arrivée de l'été. Il faudra voir si ça se maintient quand il y aura l'arrivée de plus de personnes, avec aussi les JO et les élections européennes qui approchent. Une réforme du code Schengen qui régit les pratiques aux frontières communautaires
est actuellement en discussion à Bruxelles. Elle devrait clarifier les normes des refoulements de migrants entre États membres de l'Union européenne. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bon suite de programme sur Viva et bonne soirée à tous. Au revoir.